Merci à Marion et à Suzanne pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. En effet, comme ça a été évoqué dans la présentation, nous avions eu une première occasion de collaboration à l'occasion d'un congrès que j'avais organisé il y a un an sur la place des parents en pédopsychiatrie. Et à cette occasion, on m'a sollicité pour faire une intervention dans ce sens-là à cette journée d'aujourd'hui. Je trouve que c'est une initiative très intéressante et je pense que ma présentation s'inscrit dans quelque chose qui me semble une petite révolution depuis quelques années sur la place des parents dans les soins en pédopsychiatrie. Et donc, c'est un peu le thème de cette présentation. Et alors, cette présentation, elle est basée sur une présentation de Noël Pompuy, à qui j'ai honteusement volé certains diapos parce qu'elles sont tellement bien faites que ça m'a aidé à organiser mon topo, que j'avais invité au même colloque. Alors, pourquoi ce sujet et pourquoi c'est une vraie révolution? Alors, parce qu'on vient de très loin. En effet, alors, est-ce que des diapos, voilà, ça change comme ça. Parce qu'on vient de très loin dans les rapports entre les parents et la pédopsychiatrie. Si je devais faire un très rapide panorama historique, on vient de toute l'expérience longtemps qui a posé les parents comme responsables des troubles des enfants. Sans caricaturer ce qui a été évoqué dans le cas des mères réfrigérateurs capables de créer des enfants avec autisme, mais il y a eu toute une époque dans laquelle on a souvent mis les parents en position de responsables, et donc que la solution possible par rapport à des enfants qui avaient des parents qui étaient responsables des troubles, c'était de la remplacer, de mettre à la place des parents d'autres intervenants qui seraient capables de faire mieux que les parents. Et donc, les hôpitaux, les institutions se prenant comme la bonne mère qui remplaçait la mauvaise mère. Alors, je caricature, mais on vient de cette expérience qui, heureusement, est un peu éloignée, mais qui imprègne encore les relations parfois entre parents et institutions. Il y a eu une deuxième époque qui est plus proche et dans laquelle on est encore, dans laquelle on a commencé à se dire que c'est difficile de travailler avec des enfants et des adolescents sans tenir compte des familles, sans prendre en charge la famille. Et ça, c'était déjà une révolution indiquant qu'on ne soigne pas l'enfant, mais on doit soigner l'ensemble du système. Et donc, il y a eu cette époque de l'idée de prendre en charge la famille. Alors, c'était quoi? Mais avec toujours l'idée que des patterns pathologiques existaient entre les parents et les enfants, qu'il fallait donc prendre en charge et que nous, les pédopsychiatres, les professionnels, étions un peu en charge de changer ces patterns pathologiques et pour mettre en place des patterns plus adaptés et des manières plus adaptées de fonctionner. Alors, c'est sans doute une belle évolution par rapport aux parents coupables et à remplacer, mais on reste dans quelque chose qui est un entre-deux. C'est-à-dire qu'on considère toujours que les parents et les enfants sont comme les objets de nos traitements. Et donc, comme si, là aussi j'ai caricature, on intervenait comme des chirurgiens qui allaient changer quelque chose dans un système qui s'est un peu déréglé. Cela montre de toute façon qu'il y a une dépendance très forte entre non seulement les familles et les institutions de soins, mais que les idées que nous avons en tant que soignants des familles jouent de manière très importante dans la manière qu'on a de se mettre en rapport avec les familles. Donc, les idées qui guident les soins comptent de façon très importante et que nous sommes actuellement dans une tentative de changer ces idées et de les faire évoluer encore plus de ce qui a été le cas ces dernières années. Alors, si on parle de ces concepts qui sont utiles pour les soins, mais quels soins? Plutôt des soins qu'on pourrait appeler inclusifs. Et donc, pas des soins dont les parents et les enfants seraient les victimes, entre guillemets, mais plutôt dans lesquels les parents et les familles seraient des collaborateurs. Alors,
rapidement, il y a un certain nombre de choses qui font que les familles ont une certaine expérience. Et alors, quand vous évoquiez que vous n'êtes pas des experts, en effet, je ne suis pas d'accord parce que justement, actuellement, de plus en plus, on fait la différence entre ce qu'on pourrait dire des experts par pratique, par profession, et des experts par expérience. Et c'est deux types d'expérience, deux types d'expertise qui ont la même valeur. Et donc, on est d'emblée dans une position qui n'est celle pas d'une posture qui dirait il y en a qui savent et qui ne savent pas, des savoirs importants, des savoirs moins importants, mais dans un niveau d'équilibre et donc de pertinence réciproque des compétences respectives. Alors, quels sont ces concepts importants? D'abord, qu'effectivement, les parents, les familles ont une expérience de souffrance qui est très forte, très importante et qui change vraiment l'expérience, le mode d'être des parents. On fait des études sous le fardeau sur la nécessité de réorganiser en permanence la famille, le temps que ça joue, le stress qui est souvent chronique. Donc ça, c'est une expérience, c'est une expertise qui est exceptionnelle, à partir duquel il faut démarrer. Deuxième point, c'est qu'on a évolué vers une conception qui n'est plus étiologique. Je pense qu'on n'a jamais été très bon à trouver des causes, et on est un petit peu, je trouve, un peu plus efficace à comprendre les mécanismes en jeu, et que l'un des mécanismes clairs qui a été identifié dans la plupart des troubles en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, alors que ce soit l'enfant tyrannique est un exemple, moi je m'occupe beaucoup de troubles de la personnalité émergents qui sont parfois dans la continuité de troubles de type dysrégulation émotionnelle. Alors le problème est un système relationnel. C'est-à-dire que tous les membres de la famille sont liés entre eux à partir d'un certain nombre de choses qui se jouent, dans lesquelles il y a des dysrégulations qui parfois sont biologiques, qui parfois sont moins biologiques et plus en lien avec des dynamiques spécifiques, mais qui de toute manière créent une sorte de dynamique relationnelle très très spécifique. Qu'est-ce que ça implique ça? C'est que la question de la culpabilité des parents n'a pas plus aucune utilité à la pensée en tant que telle, même si elle ne disparaît pas, hein, mais elle n'a pas d'implication pragmatique dans les soins, et qu'il faut partir d'abord par une information autour des troubles, qui est un élément nécessaire, parfois suffisante, mais en tout cas essentiel, pour travailler face à la tyrannie du problème. Et donc, l'information partagée entre parents et professionnels devient déjà une implication claire par rapport à ce système relationnel problématique. Deuxième chose, il y a une circularité. La circularité est le fait que chaque symptôme, chaque comportement génère d'autres comportements et que cela crée une circularité dans laquelle chacun a tendance à amplifier ses comportements qui sont des comportements souvent d'adaptation à un contexte particulier, mais qui deviennent de problèmes en tant que tels. Et donc, typiquement, l'adolescent qui dissimule son comportement, par exemple, de scarification, il se replie sur soi, et le parent qui surveille, qui harcèle l'ado, qui de plus en plus va être dans un repli et une dissimulation de plus en plus importante. Donc, cette circularité cristallise le fonctionnement en permanence, indépendamment de toute étiologie et de causalité autour de ces situations. Donc, une implication, et c'est qu'il faut donc passer d'être victime du système ou parent coupable, au contraire, à un adolescent ou à un enfant qui est à hauteur du système, et le parent qui est responsable du système, mais dans quelque chose qui est avec les professionnels dans une coparentage, un travail collaboratif qui est très différent de celui de la responsabilité, ou de la culpabilité plutôt, pour une responsabilité partagée. Cela implique également qu'il est très important de tenir compte du fait que la plupart des comportements ne peuvent pas être changés si on ne change pas les représentations qui les portent. Et donc, chaque
personne dans un système familial, par exemple, a des représentations de comment la famille fonctionne, comment le système fonctionne, et qu'il est nécessaire non seulement d'agir sur les comportements, mais également d'agir sur les représentations qu'on a des comportements. Et ces représentations sont fortement imprégnées de l'image qu'on a. Si on pense que le parent est coupable, eh ben, le système va forcément avoir une représentation qui est biaisée et qui va probablement ne pas participer à le modifier. Mais c'est un équilibre complexe, un équilibre dimensionnel. Et par exemple, si on pense aux dynamiques qui sont au cœur des problématiques des enfants tyranniques, c'est le système du contrôle. Qui contrôle qui a le pouvoir, qui évidemment crée un biais majeur dans la relation des uns avec les autres, alors que quand même, il y a en permanence dans toute famille le besoin d'un côté d'une certaine cohésion, donc d'une pensée qui serait un peu unique, et en même temps, tout ce qui est lié à la différenciation, à la séparation, et donc aussi au fait que chacun doit avoir un point de vue différent, et donc cet équilibre entre une pensée unique, dans laquelle, par exemple, les enfants feraient tout ce que les parents disent, ou au contraire, une situation dans laquelle chacun aurait son mot sans que l'autre ne puisse dire quoi que ce soit. Donc, c'est des équilibres qui sont très importants. Et donc, l'implication, c'est qu'il y a toujours un équilibre, autant au sein de la famille, mais avec les équipes, entre, de cette mode unitaire de pensée en mode qui serait plus lié à une autonomisation de chacun des membres. Ça, c'est encore plus fort chez les adolescents. Si on pense à des dilemmes permanents qu'on a chez les adolescents entre l'autonomie et la dépendance, entre l'exploration et la protection, entre l'inquiétude des parents et le besoin d'autonomie des enfants. Et donc, dans ces dilemmes, souvent, les systèmes se bloquent à partir du moment où se caricature, se polarise de façon excessive, et nous, les professionnels, on a tendance à rentrer dans ces systèmes pour dire aux uns aux autres comment faire. Sauf qu'on passe à côté complètement du fait que les parents, les familles ont leurs compétences, ont été capables de régler un certain nombre de problèmes précédents. Et donc, elles ont été, à certains moments du développement, capables de gérer. Mais ils ne le sont pas forcément tout le temps, mais ces compétences sont là. Et donc, tout le travail que nous devons faire, c'est requalifier les familles dans leurs compétences qu'ils ont. Et donc, ça ne s'agit pas de donner des conseils, mais c'est de remettre les parents en position de compétences, de remobiliser des compétences qu'ils ont à travers des outils qui vont pouvoir s'approprier. Donc, comment ça veut dire tout ça, qu'est-ce que ça implique en termes de modalité de repenser la place des familles dans les soins? Alors, l'idéal, enfin, si on pense, c'est un triangle dans lequel il y a l'enfant, il y a la famille, il y a l'équipe. Et je mettrai tout autour la société, qui évidemment joue un rôle majeur. Et donc, ce triangle, c'est comment faire en sorte que nous portions un sentiment d'espoir, mais tout en gardant les parents dans leur position de responsabilité légale autant que émotionnelle, tout ça en se protégeant de toutes ces images que nous avons un peu de la place des uns et des autres, les soignants comme ceux qui devraient changer les choses et les parents comme ceux qui sont un peu victimes de ce changement. Parce que le risque que les choses soient déséquilibrées et que le pouvoir de l'institution, des médecins, des professionnels prennent prennent le devant avec une position d'emprise. Et donc, le risque avec de compétition. Et combien de fois on voit qu'on n'est pas dans une collaboration, dans une compétition, comme si on voulait forcer le changement par tous les moyens d'un système qui a ses rythmes et aussi ses modes de fonctionnement. Donc, les freins sont multiples. Alors, donc, comment aller vers quelque chose qui soit vraiment collaboratif? En effet, on pourrait dire qu'il y a deux modèles. Un modèle qui serait celui classiquement de la thérapie familiale. La famille s'engage dans un travail thérapeutique. C'est un très beau modèle. Un très beau modèle qui part du principe que c'est un système qui essaie de se corriger. Je pense que c'est le noyau de base de toute implication familiale. Mais peut-être on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans lequel de mettre les parents dans un espace collaboratif dans les soins
dans lesquels ils ne seraient pas donc seulement passifs récepteurs de soins, mais soient eux-mêmes acteurs des soins et même inventeurs de soins. Et donc, c'est changer un peu une manière de voir les choses dans la place que les parents vont pouvoir avoir. Donc, l'idée, c'est comment faire pour émerger cette compétence, comment faire de manière à ressortir cette autonomie que les familles possèdent. Il y a trois grands éléments qu'on pourrait dire nécessaires dans ce type d'approche. Il faut sans doute comprendre. Comprendre, c'est-à-dire construire des images, construire des représentations partagées de ce que les uns et les autres vivent, qui viennent autant des informations des professionnels que de la manière qu'ont les parents de vivre l'expérience. Il y a une question de comment accéder à des ressources. Ce que fait l'association REACT d'apporter des ressources, c'est aussi une manière d'augmenter l'autonomie des proches et des parents dans ce travail. Et puis, effectivement, on veut dire aussi gérer les problèmes, mais aussi motiver au changement. Donc, tout ça, c'est donc un changement entre on ne traite plus la famille, on ne soigne pas la famille, mais on travaille avec la famille dans un contexte collaboratif dans lequel le point de vue des uns et des autres ont, disons, la même valeur. Alors, je terminerai avec un certain nombre de conséquences de ce changement de paradigme. Donc, d'abord, le fait que les familles, étant actrices de soins, sont incontournables, sont décisionnaires dans les choix de ce que est pertinent pour eux et sont indispensables. On ne va pas faire de parentectomie pour caricaturer, on ne va pas se mettre à la place des parents. Parce que les familles ont des compétences et cette matrice est essentielle. Donc, il faut les convaincre. Comment les convaincre? Ben, évidemment, c'est avec une posture pragmatique et mettre l'accent sur tout ce qui marche dans les familles, tout ce qui marche dans nos ressources. Et donc, partir des expériences positives et puis créer des expériences positives dans lesquelles les familles remobilisent ces ressources dont ils ont eu la capacité de mobiliser à d'autres moments. C'est-à-dire que c'est un travail qui est double. D'un côté, oui, on peut proposer des outils. Tous les groupes de guidance parentale qui sont proposés sont pertinents parce qu'ils donnent des outils aux parents. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant de rester à des outils, mais que c'est le processus lui-même qui s'installe, qui est probablement encore plus important à côté des outils. C'est-à-dire comment deux cultures se rencontrent. Et alors, quand je dis deux cultures, c'est qui participe aux soins. C'est les parents, c'est l'enfant, mais quelle est la place des grands-parents? Quelle est la place des personnes qui jouent un rôle dans leur contexte plus général? Quelle est la culture plus large? L'autre jour, une collègue était confrontée à une famille très difficile pour laquelle elle a évoqué l'idée de faire un signalement parce qu'elle trouvait que l'enfant était en danger. Et elle a utilisé cette formule « Je suis très inquiet. Je vois que vous n'arrivez pas à mobiliser suffisamment de ressources, mais je suis sûr que vous en avez de ressources. Je vous demande de venir la semaine prochaine avec des personnes qui sont pour vous des ressources possibles à mobiliser pour vous aider dans cette situation. » Elle le fait souvent. La famille est revenue la semaine d'après avec 14 personnes présentes. 14 personnes autour d'eux qui se sont proposées comme des aidants à la situation. C'est ça les ressources. Ce n'est pas des ressources que nous on donne comme ça, comme des recettes. C'est la capacité de ces parents de s'approprier d'un changement qui leur permet de se mobiliser. Il y a l'information, bien sûr, bien délivrée, au temps nécessaire. Il y a plein de possibilités. C'est un partage de connaissances nécessaire. Mais ces connaissances, évidemment, doivent être intégrées et il faut que les personnes s'en approprient. Et elles ne peuvent pas s'en approprier si ça leur est donné du haut vers le bas. C'est plutôt au contraire du bas que les ressources se mobilisent et l'information est acquise. Donc, il faut travailler autour de représentation, des attentes, évidemment, et comment chacun peut questionner des choses complexes. On pourrait dire, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos parents, pour votre enfant dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous pensez pourrait être utile pour eux, pour cet enfant, pour se mobiliser? Quelles sont les activités de tous les jours qui pourraient être à même de changer la nature des difficultés que vous rencontrez?
Donc ça, cette expertise, il est présent chez les familles, bien qu'il puisse être enrichi par l'accompagnement d'un professionnel. Alors, je vais évidemment, malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail, mais je voudrais juste évoquer le fait qu'il est essentiel avoir des objectifs clairs et explicites entre les parents et les professionnels, avec une réformulation permanente de tout ce qui est considéré comme négatif, en lien avec le développement, les défis autour du développement que cela pose, mais avec l'idée de requalifier les problèmes qu'on rencontre comme des tâches à dépasser, comme des tâches qui impliquent une action capable de modifier l'état. Donc, vous voyez, il y a les représentations qu'on a, il y a quelque chose de partagé d'un problème qui est reformulé comme une tâche à accomplir et des actions qu'on peut mettre en place et des ressources qui sont mobilisées. Donc, ce qui fait que ça ne peut pas être unilatéral. L'autorité ne vient pas d'un côté seulement, elle est en permanence co-animée. Avec ce que j'évoquais de la nécessité de s'appuyer sur un soutien social, d'un réseau social. Et donc, nous ne pouvons pas être, en tant que professionnels, un seul soutien, parce que les soutiens dans la société civile, on pourrait dire, dont les ressources mobilisables autour, sont largement indispensables, essentielles, s'ils sont mis en cohérence. Je termine avec juste deux images. La première, c'est qu'est-ce que ça implique tout ça? C'est qu'il faut une posture complètement différente. C'est une posture qu'on pourrait appeler de non-savoir. C'est-à-dire, c'est pas de je ne sais pas, je ne sais rien, mais je ne sais pas déjà ce qui est bien pour l'autre. Je ne sais en tant que professionnel ce qui est bien pour le parent et la famille que je rencontre. Donc, c'est une posture dans laquelle le professionnel doit être curieux pour chercher à comprendre, focalisé sur le monde mental, c'est-à-dire sur l'activité émotionnelle, tout ce qui est émotionnel, mais avec une posture d'humilité, c'est-à-dire que nous, professionnels, on fait des erreurs, comme tout le monde, et c'est dans la rencontre des erreurs que souvent émergent les opportunités, qu'on est authentique en tant que professionnel, qu'on n'a pas de jugement, et qu'on est empathique dans l'expérience que font les parents, pour essayer de se mettre à leur place, pour comprendre la logique qui a instauré quelque chose qui est souvent qui s'est rigidifié. Tout ça fait appel à un processus qui est le processus de la mentalisation. Qu'est-ce que c'est la mentalisation? C'est la capacité à se mettre à la place d'autrui, la capacité à lire les comportements comme liés à des états d'âme, à des états intentionnels, des besoins, des désirs, des sentiments, des croyances. Ce qui nous intéresse en réalité, ce n'est pas seulement le comportement, mais ce qui renvoie à l'intérieur du sujet et qui génère le comportement. Le comportement doit faire l'objet d'une attention, mais ce qui est essentiel, c'est le lien qui existe entre le comportement et les intentions. Ça vaut pour autrui, mais ça vaut aussi pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe dans les familles qui ne fonctionnent plus? C'est que chacun attribue à autrui des intentions qui sont erronées, ce qui font monter le niveau émotionnel parce qu'on se sent incompris et l'incompréhension génère encore plus de dysrégulation émotionnelle dans un crescendo souvent catastrophique. Donc la posture qu'on évoque de curiosité, d'humilité et d'attention à ce que les autres vivent est un moyen pour réguler l'expérience qui a un effet sur le comportement, même si on peut travailler par des outils qui vont réguler mieux le comportement lui-même. Voilà. Donc, j'étais évidemment assez rapide, c'était pour vous donner une idée générale de comment on est dans un changement de paradigme radical dont peut-être on ne se rend pas encore compte jusqu'à quel point va modifier nos pratiques. Et donc, peut-être on va au-delà des thérapies des familles à une sorte de travail collaboratif de thérapie qui impliquerait autant les soignants que la société plus large, que évidemment tous ceux qui sont proches des parents eux-mêmes et de leur noyau familial. Voilà. Merci. Merci.